La classification des contrats depuis 2016. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, on va parler de la classification des contrats depuis la réforme qui a été opérée le 10 février 2016. On a un article 1101 du Code civil qui va définir le contrat comme un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes qui est destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. C'est la définition la plus uniforme qu'on va avoir de la notion de contrat. Par contre, il ne fait pas de doute qu'il existe différents types de contrats et on peut éventuellement même venir les classer dans des catégories qui vont être différentes. L'ordonnance du 10 février 2016 a consacré aux articles 1106 à 1111-1 environ du Code civil un certain nombre de définitions qui vont permettre d'établir cette fameuse classification des contrats par catégorie. Pour autant, il existait déjà avant la réforme des définitions de certains types de contrats, mais la réforme est venue vraiment ajouter à ces définitions des nouvelles définitions, est venue les préciser même, et parfois est venue même les modifier. Cette classification va avoir un intérêt puisque très simplement la classification va permettre de rattacher un contrat à une certaine catégorie et donc de déterminer le régime juridique qui va lui être applicable. Si par exemple un contrat rentre dans la catégorie des contrats synallagmatiques, alors il devra respecter les règles propres aux contrats synallagmatiques. Jusque-là, c'est logique. Plus attendre, on va rentrer dans la catégorisation. Donc déjà, on a les contrats qui sont nommés et les contrats qui sont innommés. Le 1105 du Code civil va énoncer que les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales qui sont l'objet du présent sous-titre. Donc ça signifie que les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux. Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles qui sont particulières. C'est notre fameux adage Specialia generalibus derogant, donc le spécial déroge au général. À partir de là, on comprend donc que tout contrat doit respecter des règles générales qui sont contenues dans le Code civil dans un sous-titre intitulé « Le contrat ». Mais ce n'est pas tout, il existe des règles particulières qui vont s'appliquer à certains contrats. Et en plus de ça, les dispositions générales gouvernant les contrats ont une vocation résiduelle subsidiaire et ne s'appliquent qu'à défaut des règles spéciales. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit sur le spécial qui déroge au général, mais il ne faut pas oublier que tous les contrats ne sont pas forcément soumis à des règles spéciales. Il existe des contrats qui ne sont pas réglementés par la loi. On peut donc opérer une première distinction entre les contrats, donc les contrats qui sont, comme je l'ai dit, les contrats nommés et les contrats qui sont innommés. Donc on va énumérer les deux successivement. On va commencer évidemment par les contrats nommés. Donc qu'est-ce qu'on peut dire des contrats nommés ? Ce sont les contrats qui ont été réglementés justement par la loi et qui se trouvent soumis à des règles qui sont propres. Il s'agit par exemple du contrat de vente, du contrat de prêt, du contrat de dépôt, du contrat de travail, du contrat de société, etc., etc. C'est vraiment des contrats qui sont réglementés par la loi, qui ont évidemment une loi qui est attachée et qu'on peut repérer très facilement dans le Code civil, entre autres. Par opposition, on a les contrats qui sont innommés et c'est donc forcément les contrats qui ne sont soumis à aucune réglementation autre que le droit commun des contrats. Il peut s'agir par exemple des contrats qu'on va retrouver souvent en pratique et qui bénéficient même d'une appellation spécifique, mais qui pour autant sont absents de l'ensemble des dispositions législatives. On peut par exemple penser au contrat de franchise. Donc le contrat de franchise, c'est quand même un contrat qu'on retrouve très souvent en pratique. Et le principe de liberté contractuelle permet en effet aux parties de donner au contrat le contenu qu'elles souhaitent. Il est donc tout à fait possible de conclure un contrat dont la figure n'est envisagée par aucun texte législatif. Et la seule limite va être l'ordre public et les bonnes mœurs, donc vraiment des limitations d'ordre général. Il faut noter par contre qu'un contrat innommé peut devenir un contrat nommé. Parfois, en fait, face au développement d'un certain type de contrat dans la pratique, le besoin d'une réglementation se fait rapidement sentir. Et là, le législateur va intervenir alors pour conférer un régime juridique à ce type de contrat qui devient par conséquent un contrat nommé. Donc un contrat innommé peut devenir un contrat nommé. Attention toutefois quand vous parlez de cette classification parce que c'est pas une classification en fait qui est distinctement écrite textuellement sur le Code civil. En fait, c'est vraiment une classification qui est implicite et que vous ne trouverez pas dans le Code civil, même si c'est une classification et une distinction qui est vraiment essentielle pour les contrats. Maintenant qu'on a vraiment une vision un peu plus générale des types de contrats, d'une classification déjà la plus sommaire possible,
on va avoir une classification selon l'effet du contrat. On a les contrats synallagmatiques et les contrats unilatéraux. Et selon l'article 1106 alinéa 1 du Code civil, le contrat est synallagmatique lorsque les co-contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Donc un contrat synallagmatique va vraiment créer des obligations réciproques entre deux parties, comme par exemple le contrat de vente, c'est le plus commun des contrats. Le vendeur a l'obligation de délivrer la chose et l'acheteur a l'obligation de payer le prix. Le même article vient nous préciser les contours du contrat unilatéral. Donc il nous dit qu'un contrat est unilatéral lorsque une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci. Donc au regard de cela, un contrat unilatéral ne crée donc pas d'obligation réciproque entre les parties. Seule une des deux parties va s'obliger envers l'autre. Donc c'est par exemple le contrat de donation. Puisque dans ce cas de figure, une seule personne s'engage envers une autre. Donc voilà, maintenant vous avez cette classification. Donc on vient resserrer les mailles du filet. Et en plus de ça, il va falloir aussi préciser qu'on a des contrats à titre gratuit et des contrats à titre onéreux. Donc vous l'aurez compris, il va y avoir une contrepartie pécuniaire dans un contrat à titre onéreux. Donc l'article 1107 alinéa 1 du Code civil va disposer que le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure. Avant la réforme, le droit des contrats définissait le contrat à titre onéreux comme celui qui imposait à chacune des parties de donner ou de faire quelque chose. Au final, cette définition se confondait avec celle des contrats synallagmatiques, et c'est pour ça qu'on l'a abandonnée. La définition actuelle a le mérite d'être plus clair puisque c'est la réception d'une contrepartie par chacune des parties qui va cette fois conditionner qualification du contrat comme contrat conclu à titre onéreux. Donc un bon exemple, c'est toujours le contrat de vente puisque voilà, on a une personne qui est le vendeur qui va en fait donner la jouissance d'un objet, qui va délivrer une chose, et on a l'acheteur qui va acheter la chose et payer le prix. Donc titre onéreux, forcément, on a une condition qui est pécuniaire. Donc là, c'est l'acheteur qui va payer le prix au vendeur et le vendeur qui va délivrer la chose. Donc on a une contrepartie dans les deux sens. Dans le même esprit, on a aussi le contrat de bail. Donc le bailleur donne la jouissance d'un bien immobilier et le locataire va en échange payer un loyer. On voit bien le caractère onéreux du contrat et les obligations réciproques des parties. Maintenant, nous allons voir le contrat à titre gratuit. Donc, c'est complètement et carrément l'opposé du contrat conclu à titre onéreux, puisque par définition, le contrat est à titre gratuit. Et l'article 1107 alinéa 2 cette fois du Code civil va le définir comme un contrat qui est conclu à titre gratuit lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie. Autrement dit, une des deux parties souhaite apporter un bénéfice à l'autre, mais n'attend pas ni reçoit en fait quelque chose en retour. C'est pourquoi le contrat à titre gratuit est généralement conclu intuitu personae. Et pour rappel, intuitu personae, ça signifie en fonction de la personne. Un contrat intuitu personae va désigner donc un contrat qu'une personne conclut avec une autre personne en raison de son identité et qu'elle ne conclurait pas forcément avec une autre personne. Donc c'est souvent des contrats qui sont entre familles, donc par exemple, interfamille, entre des membres d'une même famille, comme par exemple, un contrat de donation par lequel le donateur s'appauvrit volontairement pour enrichir le donataire. Maintenant qu'on a distingué les contrats à titre gratuit et les contrats qui sont conclus à titre onéreux, on va distinguer les contrats dits commutatifs et les contrats aléatoires. Donc on va commencer par le contrat qui est commutatif, et ça va être l'article 1108 alinéa 1 du Code civil qui va en disposer et qui va le définir comme, je cite, le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit. Ainsi, un contrat va être commutatif lorsqu'au moment de la formation du contrat, les obligations de chacune des parties sont définitivement fixées. Encore une fois, le contrat de vente est un exemple parfait puisque dans le contrat de vente, ça suppose en fait que les parties se mettent d'accord sur la détermination de la chose et du prix. Forcément, quand vous achetez une voiture, vous voulez savoir quel modèle vous voulez acheter et vous voulez également savoir
quel prix vous allez payer. C'est un contrat commutatif car les parties au moment de s'engager savent ce qu'elles recevront en échange de l'avantage qu'elles procurent. Donc pour résumer, lorsque les termes du contrat sont vraiment précis, dans pratiquement tous les types de contrats, en fait, on va avoir ce qu'on appelle un contrat commutatif, puisque le prix est fixé, l'objet, on sait ce que c'est, le loyer est fixé, le bien qu'on va louer est fixé, on sait vraiment à quoi s'attendre. Donc tout ça, c'est des contrats commutatifs, et c'est la majeure partie des contrats qu'on va retrouver. Par contre, par opposition, on a les contrats aléatoires qui sont évidemment l'inverse des contrats commutatifs, puisque l'article justement alinéa 2 de l'article 1108 du Code civil va préciser et va définir que le contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat quant aux avantages et aux parties qui en résulteront d'un événement qui va être incertain. En somme, un contrat est aléatoire lorsque la prestation de l'un des contractants dépend dans son existence ou dans son étendue d'un événement qui est incertain, aléatoire. Dans le cadre par exemple d'un contrat d'assurance vie, l'assureur ne va pas verser une somme d'argent à l'assuré que si ce dernier est encore en vie après une date déterminée dans le contrat. La prestation de l'assureur dépend donc d'un événement qui sera incertain, qui est l'éventuel décès de l'assuré. Ensuite, nous allons aussi distinguer les contrats cadres et les contrats d'application. Donc, le Code civil va définir le contrat cadre. Le contrat cadre est un contrat par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leur relation contractuelle future. Ça, c'est l'article 1111 du Code civil. Vous pouvez aller le regarder si vous le souhaitez. Les contrats d'application, quant à eux, précisent les modalités d'exécution d'un contrat cadre. Ainsi, un contrat n'est un contrat cadre que s'il est suivi de contrat d'application. Et inversement, un contrat n'est un contrat d'application que s'il est précédé par un contrat cadre. Et forcément, un contrat d'application doit respecter les stipulations du contrat cadre auquel il va se rattacher forcément. On va fréquemment retrouver ce genre de contrat dans les relations entre fournisseurs et distributeurs par exemple. Et de faire la différence entre les deux, c'est que l'un d'eux peut être fixé unilatéralement. Donc c'est le contrat cadre dans lequel le prix va pouvoir être fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation. Donc ça, c'est l'article 1164 du Code civil qui en dispose. Ensuite, nous avons tout ce qui va être contrat à exécution instantanée et contrat à exécution successive. Donc c'est une distinction qui ne figurait pas dans le Code civil avant la réforme du droit des contrats, mais aujourd'hui on a un article 1111-1 du Code civil qui va disposer en son premier alinéa que le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le deuxième alinéa va préciser que le contrat à exécution successive est cette fois celui dont les obligations d'au moins une des parties s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. Ainsi, dans un contrat à exécution instantanée, les prestations des parties ne s'échelonnent pas dans le temps cette fois-ci. Elles n'ont pas vocation à durer et s'exécutent au contraire dans un trait du temps. Inversement, dans un contrat à exécution successive, les prestations d'au moins une des parties s'étendent dans la durée. Et par conséquent, si les obligations d'une des parties peuvent s'exécuter en une prestation unique, mais que les obligations de l'autre partie doivent s'exécuter en plusieurs prestations qui vont être échelonnées dans le temps, alors cette fois il va s'agir d'un contrat à exécution successive, puisqu'on a cette notion de répétition qui intervient dans le contrat. Le contrat de bail, par exemple, est un contrat à exécution successive. Le locataire va payer son loyer à intervalles qui vont être réguliers et définis contractuellement. Donc, il y a une période qui est définie dans le mois pour verser le loyer au bailleur. Et en échange, le bailleur va garantir au locataire la jouissance paisible du bien pendant absolument toute la durée du bail. A l'inverse, le contrat de vente est un contrat à exécution instantanée puisqu'il y a simplement un échange. Le vendeur remet la chose et l'acheteur paye le prix. Mais certains contrats de vente peuvent être considérés comme des contrats à exécution successive, notamment lorsque vous achetez quelque chose en plusieurs fois. Donc par exemple une voiture, vous allez avoir des mensualités exactement comme le schéma qu'on va retrouver dans un contrat de bail. L'intérêt de la distinction entre les contrats à exécution instantanée et les contrats à exécution successive a trait aux modalités d'annulation, puisque les contrats à exécution instantanée sont résolus, dit que les contrats à exécution successive sont résiliés, autrement dit annulés seulement pour l'avenir. Ça c'est l'article 1229 alinéa 3 du Code civil qui en dispose, donc je vous l'afficherai directement à l'écran, comme ça vous pourrez le lire tranquillement.
Maintenant, nous allons changer directement de mode de classification. Donc, on va opérer une classification selon la formation du contrat. Là, nous allons opérer une distinction entre les contrats qui sont consensuels, les contrats qui sont solennels et les contrats qui sont réels. Le 1109 du Code civil va énoncer en son premier alinéa que le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements, quel qu'en soit le mode d'expression. L'alinéa 2 va lui énoncer que le contrat est solennel lorsque la validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. Enfin, le troisième alinéa va disposer que le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose. Donc, en lisant ça, on comprend qu'un contrat consensuel est conclu dès que les parties ont donné leur accord et il n'y a pas vraiment de formalisme à respecter. A l'inverse, la formation du contrat qui est solennelle est conditionnée au respect d'un certain formalisme. Donc généralement, c'est la rédaction d'un écrit. C'est par exemple le contrat de mariage, le contrat d'assurance, le contrat de bail, d'habitation, etc., etc. Le contrat réel va lui aussi requérir pour sa formation non seulement un accord des parties, mais également la remise d'une chose. Le contrat ne va pas être formé tant que la chose n'aura pas été remise, c'est le contrat de dépôt par exemple. Et enfin, on va distinguer les contrats de gré à gré et les contrats d'adhésion. Donc on va vraiment terminer cette vidéo sur ces deux types de contrats qui vont être définis par le Code civil également. Et c'est l'article 1110 alinéa 1 du Code civil qui va disposer que le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le principe majeur qui régit ce type de contrat, c'est le principe de liberté contractuelle selon lequel chacun est libre de déterminer le contenu du contrat. Ce contrat de gré à gré représente le contrat de droit commun. Par contre, le contrat d'adhésion va être, lui, différent, puisque ça va être un contrat qui va comporter un ensemble de clauses qui vont être non négociables et qui vont être déterminées par avance par l'une des parties. C'est l'article 1110 alinéa 2 du Code civil qui va en disposer, et dans ce cas, l'une des parties a la capacité d'imposer à l'autre le contenu du contrat. Voilà, maintenant vous savez opérer une classification entre tous les types de contrats, et en plus de ça, vous savez vous repérer dans le Code civil pour aller chercher ces types de contrats. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, et moi je vous retrouve sur l'une de ces deux vidéos.